Ceci est un livre audio autogénéré par Google. DEDICACE. À feu Omar Souleymane Tiao, ingénieur statisticien économiste avec qui j'ai œuvré pendant près de 4 décennies au développement économique et social du Sénégal et de l'Afrique. À ma femme pour sa compréhension et son appui moral. À mes enfants et mon beau-fils, qui m'ont apporté une assistance appréciable dans la confection de l'ouvrage. PREFACE. L'adoption et la mise en œuvre adéquate d'une politique de décentralisation sont désormais reconnues comme étant des étapes incontournables dans la lutte contre la pauvreté, l'instauration d'une politique de bonne gouvernance dans un pays en développement et plus généralement dans l'exécution efficace de toute politique de développement économique, social et culturel durable. En effet, la politique de décentralisation peut constituer, si elle est bien menée, la voie la plus indiquée pour faire participer effectivement les populations locales ainsi que les organisations de base à toute action de développement local, et en fin de compte à s'approprier toute action de cette nature initiée au niveau de leur localité respective. En outre, la conjoncture économico-financière que traverse le monde depuis déjà plusieurs décennies et qui touche, certes, les pays développés mais plus durement encore les pays en développement surtout africains, a contraint l'État central de ces derniers pays, confronté à des difficultés financières de plus en plus aiguës, à déléguer certaines responsabilités de gestion et d'administration qu'il exerçait jusqu'à récemment, à des institutions et organisations locales plus particulièrement aux collectivités locales, régions, départements, communes urbaines, communes d'arrondissement, communes rurales, communautés rurales, etc. Ces nouvelles orientations dans la politique économique de ces pays ont procuré à la politique de décentralisation un regain d'intérêt de la part des décideurs car, faudrait-il le rappeler, cette politique n'y est pas récente. Elle est apparue dans les pays développés, et aussi, dans certains des pays en développement il y a déjà plus d'un siècle. Au Sénégal par exemple, les prémices de la décentralisation datent de 1872, soit un an après l'instauration de la Commune de Paris 1871, avec la création progressive des 4 communes de Gorée, Saint-Louis, Rufisque et Dakar. Cette politique qui au début a évolué très lentement dans ce pays, n'a véritablement commencé à connaître un essor réel qu'un siècle plus tard, essor marqué principalement par les 2 étapes suivantes. La première étape est celle de 1972 avec l'adoption des lois numéro 7202, du 1er février 1972 créant les circonscriptions administratives régionales, et numéro 72A25 du 25 avril 1972 portant création des communautés rurales. La seconde a eu lieu en 1996 avec la mise en vigueur de la loi numéro 9606 qui confère à la région la qualité de collectivité locale, et de la loi numéro 9607 du 22 mars 1996 qui a permis à l'État sénégalais de transférer aux collectivités locales 9 nouvelles compétences. Cette seconde série de lois complétées par des textes réglementaires a permis à la politique sénégalaise de décentralisation de prendre un tournant décisif en matière d'orientation, devenant ainsi un pilier important du développement économique, social et culturel du Sénégal. Cependant, la mise en œuvre efficace d'une telle politique dans ce pays comme dans d'autres ayant des caractéristiques économiques similaires requiert la satisfaction de façon quasi simultanée d'un certain nombre de conditions de nature juridique, institutionnelle, organisationnelle, financière et humaine. Généralement, dans les pays africains au sud du Sahara qui ont opté pour la décentralisation, les 3 premières conditions citées ci-dessus sont remplies dans des délais assez acceptables. Mais les 2 dernières qui, compte tenu de la situation économico-financière de ces pays, peuvent être considérées comme des contraintes structurelles, n'ont encore fait l'objet d'un traitement véritablement satisfaisant dans aucun d'eux. En ce qui concerne plus particulièrement la contrainte liée au financement interne de la décentralisation, objet du présent ouvrage, sa prise en compte réelle devrait au moins entraîner une modification significative de la structure du budget public du pays. Ce qui n'est pas encore le cas jusqu'ici, notamment au Sénégal. Aussi, découle-t-il de toutes ces considérations que seule, d'une part,
une volonté politique affirmée doublée d'une application rigoureuse de méthodes appropriées d'estimation et de répartition du montant adéquat des ressources financières à allouer par l'État aux institutions ou collectivités locales, et d'autre part, la dotation de celles-ci en ressources humaines compétentes, sont de nature à permettre une mise en œuvre efficace d'une politique de décentralisation. Seul, le premier volet de ce diptyque sera traité dans cet ouvrage. Ainsi, le présent ouvrage intitulé « Méthode d'évaluation du financement sur ressources internes de la décentralisation dans les pays développés et dans ceux d'Afrique » étude du cas du Fonds de dotation de la décentralisation du Sénégal. Propose, en s'appuyant sur les indications contenues dans les lois en vigueur en matière de décentralisation au Sénégal, une série de méthodes d'estimation et de répartition des ressources financières internes à allouer à la mise en œuvre de cette politique aussi bien du point de vue de l'État que de celui des collectivités locales. Compte tenu de la nomenclature budgétaire en vigueur dans ce pays, l'ouvrage propose aussi une méthode d'imputation des charges générées par les activités relatives à l'application, en matière budgétaire, des nouvelles orientations assignées à la politique de décentralisation au Sénégal. Ainsi, ce livre met à la disposition des acteurs de la décentralisation et plus particulièrement des responsables des services publics nationaux et régionaux compétents et de ceux des institutions locales, un outil de calcul, de répartition et d'imputation dans le budget de l'État, des moyens financiers destinés à l'exécution correcte des différentes activités découlant de la mise en œuvre d'une politique de décentralisation dans les pays africains, notamment ceux au sud du Sahara. Nous espérons que cet ouvrage sera d'un apport utile pour le déblocage de la situation que connaît actuellement la politique de décentralisation dans ces pays, situation causée en très grande partie par la non-résolution de manière adéquate des deux contraintes structurelles signalées plus haut. Car comme le dit si bien Chabir Chimahin, une décentralisation politique sans capacité administrative et financière ou une décentralisation financière sans autonomie politique et administrative conduit à la frustration. Introduction générale. La politique de la décentralisation a été expérimentée depuis plusieurs décennies aussi bien dans les pays développés que dans ceux en développement. Cependant, la plupart de ces pays ne lui ont pas toujours dans le passé conférer la place qui aurait dû être la sienne dans leur politique de développement. Ils se sont limités le plus souvent à lui assigner des objectifs juridiques, élaboration pour adoption par les autorités compétentes, de textes d'application y afférents, ou institutionnels, mise en place de collectivités locales, laissant de côté les fonctions de développement économique et social qu'elle est normalement appelée à jouer. C'est seulement, à partir de ces 2 dernières décennies que ces pays ont commencé à accorder une priorité de plus en plus marquée aux activités de décentralisation comme l'atteste par exemple en France, et dans une moindre mesure en République fédérale d'Allemagne, les différentes lois qui y ont été adoptées et relatives au transfert de compétences accompagnées de dotations de financement. Par ailleurs, qu'ils soient de tradition fédéraliste ou centraliste, les pays européens mènent en général des activités de décentralisation dont ils assurent la totalité du financement avec leurs propres ressources financières. Il est évident que l'expérience acquise dans ce domaine, notamment au plan du financement des nouvelles attributions des collectivités territoriales, par ces pays, pourrait bien aider à analyser le financement, sur ressources internes, des activités de décentralisation dans les pays en développement, en particulier dans les pays africains où les objectifs assignés à ces activités revêtent progressivement un caractère plus structurel que conjoncturel. En effet, les objectifs de la décentralisation dans les pays africains sont maintenant nettement orientés vers le développement économique, social et culturel de ces pays. Une telle orientation résulte notamment des conséquences des multiples dysfonctionnements constatés dans l'évolution du système économique international, marqué, durant ces 3 décennies, par des crises diverses qui ont affaibli les économies nationales, particulièrement celles des pays en développement dont les pays africains. Ces crises sont causées aussi bien par les effets négatifs générés par des facteurs conjoncturels tels que les diverses hausses des prix du pétrole, que par ceux de facteurs de nature structurelle comme, par exemple, le dérèglement du système monétaire international et l'endettement chronique des pays en développement notamment africains. Cette situation a conduit,
à l'échelon international comme national, à s'orienter vers un système économique libéral qui s'est concrètement traduit, au niveau des pays, par un transfert de responsabilités économiques et sociales du niveau central vers des entités décentralisées plus ou moins autonomes et placées sous l'autorité des populations locales. La politique de décentralisation ainsi instituée a connu sa véritable propension dans les pays en développement, au cours de la décennie 90 et a, tout en parachevant ses objectifs spécifiques juridico-institutionnels antérieurs, très nettement infléchi son objectif global vers le développement économique, social et culturel local. Au Sénégal, un tel objectif de politique de décentralisation figure en bonne place dans le dispositif législatif de l'État puisque dans son premier alinéa, l'article numéro 3 de la loi numéro 9606 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales, dispose: les collectivités locales ont pour mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement économique, éducatif, social et culturel des intérêt régional, communal ou rural. La réalisation performante d'un tel objectif exige que, non seulement des mesures d'ordre juridique, institutionnel et organisationnel soient prises, mais aussi que des ressources humaines et surtout financières adéquates soient disponibles afin de mener efficacement les activités et programmes de développement susceptibles de permettre d'y arriver. Autrement dit, les ressources financières internes d'un pays devraient jouer un rôle primordial dans le financement de la mise en œuvre de sa politique de décentralisation si l'on veut, qu'au moins, les opérations se déroulent selon la programmation établie et donc dans le respect des délais prévus. Signalons que, dans les pays en développement où la mise en œuvre d'activités telles que celles relatives à une politique de décentralisation s'est toujours heurtée à une insuffisance de ressources financières dont la disponibilité conditionne la réalisation correcte de tous les autres aspects de cette politique, l'étude des moyens de financement de son application constitue un préalable à respecter si l'on désire parvenir à des résultats acceptables. Pour cela, il est nécessaire de procéder à une analyse approfondie des différents processus permettant d'une part, d'identifier la provenance des ressources internes destinées à financer ces activités et d'autre part, de proposer des méthodes objectives d'évaluation et de répartition rationnelle de ces ressources pour une réalisation efficace des objectifs poursuivis par la politique de décentralisation notamment dans les pays africains. Ainsi, cet ouvrage débutera par l'analyse des différentes expériences du fédéralisme en Allemagne et du système de décentralisation adopté par la France, pays dont le modèle de décentralisation est le plus proche de celui que l'on rencontre en général dans les pays africains de tradition francophone tels que le Maroc et le Sénégal. Précisons que le financement interne de la décentralisation dans ce dernier pays a été choisi pour servir de cas d'étude. Ainsi, le présent ouvrage comprendra 3 titres. Le titre I traitera de la décentralisation et de son financement dans les pays développés. Le titre 2 analysera l'expérience du financement de la décentralisation, sur ressources internes, dans les pays africains. Le titre 3 traitera du cas du Sénégal en matière de financement, sur ressources internes de la décentralisation. Titre 1. La décentralisation et son financement dans les pays DEVELOPPES. Introduction. Le partage des responsabilités au sein de l'administration d'un pays ou d'un ensemble de pays conduit généralement à l'utilisation de formes d'organisations institutionnelles et politiques appropriées. Le système fédéral ou celui de la décentralisation sont les plus utilisés dans ce domaine. Rappelons que le système fédéral consiste en un regroupement d'États, a priori indépendants, qui ont librement décidé de céder une portion de leurs prérogatives gouvernementales à une entité centrale créée par eux-mêmes et dénommée le plus souvent gouvernement fédéral à laquelle ils confient le rôle d'harmonisation et de coordination de certaines activités qui concourent à l'instauration de meilleures relations politiques voire économiques et sociales entre eux. De nos jours, cette forme d'organisation existe dans certains pays développés d'Europe tels que la République fédérale d'Allemagne, la Suisse et d'Amérique comme les États-Unis ou le Canada. De même, de grands ensembles d'États tels que l'Union européenne fonctionnent sous une forme d'organisation similaire à celle d'un système fédéral.
Signalons au passage qu'en Afrique, l'Union africaine tend vers un tel mode d'organisation institutionnelle et politique. En ce qui concerne plus particulièrement l'Union européenne, plusieurs penseurs de ce continent ont préconisé, au cours des années passées, l'adoption du système fédéral comme mode de gouvernement de cette organisation. Car ils considèrent qu'il s'agit là de l'unique système permettant d'une part, de trouver les solutions les plus adéquates aux problèmes économiques, politiques et sociaux auxquels cette organisation est confrontée, tout en préservant d'autre part, les particularités intellectuelles, culturelles, sociales et politiques des différents peuples qui la composent. Comme signalé plus haut, certains États européens ont adopté, depuis déjà plusieurs décennies, le fédéralisme comme système de gouvernement. Parmi ceux-ci figure la République fédérale d'Allemagne dont certains aspects du système institutionnel et politique, examinés plus loin, serviront à illustrer ce mode de gouvernement, plus particulièrement en ce qui concerne son mode de financement interne qui sera comparé à celui pratiqué dans le cadre de la mise en œuvre d'un système de décentralisation. Ce second système d'organisation institutionnelle et politique a aussi ses adeptes parmi les penseurs européens. Ceux-ci justifient leur position essentiellement par l'importance qu'accordent à ce système certaines collectivités locales européennes, et plus particulièrement les communes. Ainsi, M. Jacques Santer, ancien ministre-président du PPE, disait que « Les faits semblent montrer que dans la plupart des pays européens, la tendance est à la décentralisation. Même si l'accent est souvent mis sur la régionalisation, il n'en demeure pas moins que les communes sont également partie prenante dans ce processus. » 3. La décentralisation est aussi considérée comme une voie qui permet de réduire la dépendance des collectivités territoriales vis-à-vis de l'État central d'un pays. En effet, elle promeut l'autonomie de ces collectivités et constitue ainsi un facteur non négligeable dans la réalisation de la croissance et au développement économique national. Elle contribue aussi à la préservation de la physionomie culturelle et à l'équilibre des populations locales. Mais quel que soit le système organisationnel mis en place pour assurer une bonne gouvernance d'un pays ou d'un ensemble de pays regroupés en une union d'intérêts économiques, politiques ou sociales, tout le monde s'accorde sur le fait que l'autonomie financière des collectivités locales, largement conditionnée par une base financière saine, constitue le garant le plus sûr de l'efficacité d'un tel système. En d'autres termes, comme l'a si bien exprimé Otto Bardong, l'avenir de l'autonomie des collectivités territoriales dépend surtout de la garantie de leur base financière. 4. Ce qui incite à procéder à l'étude du mode de financement appliqué respectivement au système fédéral et à la décentralisation dans les pays européens. L'analyse des informations fournies par une telle étude servira de référence à l'évaluation des modes de financement adoptés, dans ce domaine, par les pays africains qui appliquent l'un ou l'autre de ces deux systèmes d'organisation institutionnelle et politique. Dans ce cadre, seront tour à tour analysés, ci-dessous, les systèmes d'organisation institutionnelle, politique et de financement de l'Allemagne et de la France. Chapitre 1 : Le système fédéral allemand et son financement. Les cadres institutionnels et financiers du système fédéral allemand seront analysés notamment dans leurs aspects les plus proches du système de décentralisation. 1. Cadrage institutionnel. L'étude de l'histoire constitutionnelle allemande permet de constater qu'à l'exception d'une courte période correspondant à l'avènement du national-socialisme dans ce pays, un système de décentralisation y a toujours été en vigueur. En effet, un pouvoir central apte à prendre des décisions applicables aux provinces éloignées n'a presque jamais existé en Allemagne puisque l'État allemand est issu de la volonté de plusieurs entités territoriales, les Länder, de s'unir pour constituer une fédération. L'État fédéral ainsi formé a une mission principale de coordination et d'harmonisation des politiques et de relais entre les différents Länder. En outre, un conseil parlementaire, organe dont les membres sont élus par les parlements des Länder, est venu, à partir de 1949, consolider la tradition fédérale solidement ancrée en Allemagne. En 1989, les deux États allemands qui existaient alors, c'est-à-dire la République fédérale d'Allemagne, RFA, et la République démocratique allemande, RDA, ont été réunifiés en un seul État qui a conservé la dénomination de République fédérale allemande. Dans ce contexte,
le statut de Länder a été conféré aux 5 régions de l'ancienne Allemagne de l'Est qui avaient été en 1952, scindées en 14 districts 5. À noter enfin que le niveau communal figure dans la constitution allemande comme le 3e niveau du système fédéral de décentralisation. D'ailleurs, le nouvel ordre politique mis en place en République fédérale d'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale repose sur les communes. Il est donc permis de dire que la décentralisation allemande est de type fédératif. C'est-à-dire que ce sont des régions ou Länder autonomes qui ont décidé de se constituer en une fédération et qui se sont partagées les tâches et les responsabilités avec l'entité fédérale. Le partage des tâches et des responsabilités a été effectué comme il sera décrit ci-dessous. Mais il s'agit auparavant d'examiner la nature des pouvoirs qui existent actuellement en Allemagne et comment ils sont répartis entre l'État fédéral et les divers niveaux de collectivité territoriale. En Allemagne, il existe une double division des pouvoirs entre l'État fédéral et les Länder. En effet, à la division horizontale classique des pouvoirs que sont le législatif, l'exécutif et le judiciaire, est venue se greffer une division dite verticale entre l'État central et les États fédérés. Dans ce cadre, les tâches ne sont plus scindées en blocs selon seulement les domaines mais plutôt divisées selon à la fois les fonctions et les domaines. Ainsi, pour ce qui concerne la fonction législation, cette compétence est dévolue dans la plupart des domaines à l'État fédéral alors que la fonction administration relève, par principe, de la compétence des Länder. L'administration fédérale n'est compétente que dans les quelques secteurs que sont les affaires étrangères, les chemins de fer fédéraux, la poste fédérale et l'administration fédérale des finances. Les autres tâches administratives sont assurées pour la plupart par les Länder et leurs démembrements, c'est-à-dire les communes, districts et cercles. En outre, la grande majorité des lois fédérales sont exécutées par les Länder, le contrôle de l'État fédéral s'exerçant uniquement sur la légitimité des décisions prises à cet effet et non sur leur utilité. Dans ce cadre, les Länder ont l'exclusivité du choix entre plusieurs possibilités d'exécution jugées toutes légitimes. Ainsi donc, les Länder ne sont pas seulement des agents d'exécution des lois fédérales, mais sont habilités à prendre aussi, dans certains cas, des décisions. C'est le cas par exemple en matière de construction d'écoles, d'universités, de théâtres, de musées, etc. Dans la mise en œuvre de ces activités, les Länder s'appuient sur leurs ministres concernés, membres de leur gouvernement ainsi que sur leurs propres structures administratives. Il ne faut cependant pas perdre de vue que l'exercice de toutes ces responsabilités comporte des coûts. Par ailleurs, il faut noter le rôle dévolu aux communes qui, comme signalé plus haut, constituent le 3e niveau du système allemand de décentralisation. En plus de leurs propres attributions en matière d'administration, les communes assurent aussi toutes les autres attributions dévolues à l'administration publique locale et relatives notamment à l'exécution d'une grande partie des lois fédérales et des Länder. C'est pour cela que la réforme administrative qui a suivi, après la Seconde Guerre mondiale, la mise en place du nouvel ordre politique tout en renforçant l'autonomie des collectivités territoriales, a procédé à des fusions et des regroupements de communes afin de rendre celles-ci plus aptes à faire face, avec efficacité, aux importantes missions, notamment en matière de politique sociale, qui leur ont été dévolues. Comme indiqué au point 1.2 ci-dessous, la prise en charge financière de ces coûts est du ressort à la fois de l'État fédéral et des Länder. En Allemagne, comme partout ailleurs, l'avenir de l'autonomie des collectivités territoriales dépend dans une large mesure de la garantie de leur base financière. 2. Le régime financier du système fédéral allemand. Les finances constituent la pierre angulaire de la structure fédérative de l'État allemand, en même temps qu'elles représentent le premier facteur. Comme on le sait, l'application efficace de la plupart des principes et règles qui régissent la répartition des compétences en matière de décentralisation dépend en grande partie d'une dotation financière adéquate. Dans ce domaine, le régime financier du système fédéral allemand s'appuie sur une répartition précise des charges principalement entre l'État fédéral et les Länder. Cette répartition des coûts est consacrée, en Allemagne, par la loi fondamentale de la République en ces termes. Les coûts de fonctionnement et d'entretien de l'appareil d'État sont à la charge de l'institution considérée, c'est-à-dire l'État fédéral en ce qui concerne ses services et les Länder en ce qui concerne les leurs.
Celui à qui incombe l'administration d'une tâche donnée supporte les dépenses qu'elle entraîne. En d'autres termes, si l'administration d'une tâche incombe exclusivement à l'État fédéral, celui-ci doit en assumer entièrement les coûts. Il en est de même s'il s'agit des lenders. Mais si l'on se trouve dans le cas où les lenders exécutent des lois fédérales sur la demande de l'État fédéral, celui-ci est tenu d'assumer les dépenses de fonctionnement de cette compétence transférée. Il en est ainsi, par exemple, de la construction d'autoroutes fédérales par les lenders. Les coûts de construction d'une telle infrastructure sont supportés par l'État fédéral. Par contre, s'il s'agit de construction de bâtiments scolaires, leurs coûts seront à la charge des lenders concernés puisque cette responsabilité est de leur ressort. Il en est de même aussi pour certaines lois fédérales dont l'exécution est de la responsabilité des lenders. C'est le cas, par exemple, des lois fédérales en matière d'assistance sociale, de protection de l'environnement. Aussi, est-il intéressant d'examiner le mode de répartition des ressources financières disponibles entre l'État fédéral d'une part, les lenders et les autres collectivités territoriales, notamment les communes d'autre part. Il faut auparavant préciser que ces ressources financières sont principalement de trois ordres. Les ressources fiscales, c'est-à-dire les impôts et taxes. Les compensations financières servant à combler les disparités financières entre lenders pauvres et lenders riches. Les mesures financières exceptionnelles destinées à appuyer les nouveaux lenders. Il s'agit donc d'exposer brièvement les caractéristiques de chacune de ces composantes des ressources financières allemandes. 2.1 La répartition des impôts et taxes. Conformément aux dispositions de la Constitution allemande, l'adoption des lois fiscales est du ressort de l'État fédéral. L'avantage d'une telle démarche est d'éviter des distorsions entre régions et des évasions fiscales à l'intérieur de la fédération. Mais celles-ci et les lenders ont les mêmes droits sur les recettes fiscales. Par conséquent, leurs besoins de couverture des dépenses devront faire l'objet d'une coordination et d'un arbitrage afin d'aboutir à un juste équilibre dans le partage de ces recettes. En général, deux modes de répartition sont habituellement utilisés. Le premier est appelé système de séparation, qui consiste à affecter exclusivement certaines catégories d'impôts soit à l'État fédéral soit aux lenders. Le second mode de répartition est dit système d'interconnexion entre l'État fédéral et les lenders. Ce second mode de répartition couvre habituellement environ 70% du revenu fiscal et concerne essentiellement l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les bénéfices des sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Pour les deux premiers, la Constitution allemande fixe des quotes-parts respectivement pour l'État fédéral et les lenders. Tandis qu'en ce qui concerne la TVA, il n'existe pas de quote-part fixe mais des quotes-parts adaptables périodiquement. De tels modes de répartition ont permis d'allouer à l'ensemble des lenders, en 1989, une dotation financière avoisinant 96% de l'allocation de l'État fédéral qui s'élevait alors 292 milliards de Deutsche Mark, soit environ 87 600 milliards de FCFA, non comprise la quote-part dévolue aux villes, communes et cercles dont le montant arrivait à un peu plus de 66% de l'enveloppe fédérale et provenait de l'impôt sur le revenu, des recettes propres de ces collectivités locales et occasionnellement, de subventions accordées par le lender où se situe la collectivité locale concernée. 2.2 Les compensations financières. Le second volet des ressources financières concerne les compensations financières que la Constitution allemande a prescrites, de manière contraignante, pour gommer les disparités de ressources financières existant entre lenders riches et pauvres. 2.3 Les réglementations financières spéciales. La troisième et dernière composante des ressources financières se rapporte aux réglementations financières destinées au renforcement des moyens financiers des nouveaux lenders, à l'occasion de la réunification des deux Allemagnes. Elle se présente sous la forme d'un fonds de dotation intitulé Unité allemande. Ce fonds est mis en œuvre pour appuyer la conversion des économies des nouveaux lenders à l'économie de marché, notamment dans les domaines des infrastructures de renforcement des structures économiques et de l'agriculture. Ce fonds qui, en quelque sorte, a une fonction de péréquation est réparti selon les critères suivants. 75% en fonction du niveau de la population. 25% en fonction de l'exécution de tâches publiques fédérales réalisées sur le territoire d'un lender.
Notons qu'en général, le système de péréquation appliqué en République fédérale d'Allemagne comporte un volet relatif aux États fédérés dans lequel il existe pour chacun de ces États un système de péréquation communale dont la finalité est d'assurer aux communes des subventions non affectées destinées à accroître leur pouvoir décisionnel et à leur garantir des impôts ou parts d'impôts qui leur sont propres. Conclusion. La qualité d'État fédéral de l'Allemagne explique naturellement que la plupart des compétences législatives et administratives s'exercent au niveau des États fédérés membres qui étaient déjà autonomes au moment où ils adhéraient à la fédération. Les quelques similitudes avec le système de décentralisation n'apparaissent réellement que dans les domaines législatifs, où l'État fédéral est compétent et dont il délègue l'exécution aux Länder ou aux communes. La même situation prévaut aussi entre les Länder et les autres collectivités territoriales. Le financement d'une activité quelconque d'administration ou de gestion est assuré par la structure à laquelle la Constitution a confié la responsabilité de sa mise en œuvre même si elle délègue une autre structure pour l'exécuter. Ainsi, le système financier fédéral allemand repose sur les trois volets que sont la répartition des impôts et taxes qui comporte deux modes ou systèmes de répartition. Un système dit de séparation, dans lequel un impôt est affecté en exclusivité à une seule catégorie d'institutions, et un système dit d'interconnexion qui concerne les impôts importants sur lesquels chaque catégorie d'institutions a une quote-part. Le second volet est constitué des compensations financières qui ont pour rôle de faire disparaître les disparités financières entre Länder. Le troisième et dernier volet concerne les réglementations financières spéciales qui se présentent sous la forme d'un fonds de dotation, destiné, entre autres, à appuyer la conversion à l'économie de marché des Länder créés après la réunification. Quoi qu'il en soit, le système français de décentralisation, notamment dans ses aspects de financement sur ressources internes, est plus proche de celui mis en vigueur dans les pays en développement africain comme le Sénégal. Chapitre 2. Le système français de décentralisation et ses modes de financement sur ressources internes. Il s'agit ici d'une part, d'examiner brièvement le cadre institutionnel du système français de décentralisation et les diverses compétences transférées aux collectivités territoriales durant les 3 dernières décennies, et d'autre part, d'analyser les différentes formes de ressources internes allouées à ces entités durant cette période pour l'exécution des charges entraînées par ces transferts. 1. Le cadre institutionnel de la politique française de décentralisation. L'évolution du cadre institutionnel de la décentralisation en France, durant la période considérée, s'est accompagnée de transferts de compétences aux collectivités territoriales qui se sont progressivement accélérés à partir de 1982. 1.1. Catégorie de collectivités territoriales françaises. L'article 59 de la loi du 2-3-1982 a conféré à la région le statut de collectivité territoriale avec comme organe de décision le Conseil régional. Les décisions du dit Conseil sont préparées et exécutées par son président choisi parmi ses membres. Les régions sont au nombre de 26 y compris les départements d'outre-mer. La région, collectivité territoriale française, venait ainsi s'ajouter aux 2 niveaux de collectivité qui existaient déjà, le département et la commune. Le département a acquis la qualité de personnalité juridique de droit public, avec un conseil de département élu, depuis la première moitié du XIXe siècle. Jusqu'au cours de la décennie 80, le pouvoir exécutif départemental était exercé par un préfet. En France métropolitaine, les départements sont au nombre de 95. Les communes, collectivités territoriales plus anciennes encore que les départements, sont plus de 36 000 dont 90% ont moins de 2 000 habitants. À côté de ces 3 catégories de collectivités territoriales, existent 325 arrondissements qui sont demeurés des structures publiques. Diverses compétences ont été progressivement transférées par l'État français à ces 3 niveaux de collectivité territoriale. 1.2. Différentes compétences transférées aux collectivités territoriales françaises. L'étude des transferts de compétences opérés en direction des collectivités territoriales françaises de 1982 à nos jours, en application de dispositions législatives et réglementaires prises préalablement, permet de distinguer 2 phases de réforme,
celle de 1982 à 1999 et celle de 2000 à 2006. Première phase 1982 à 1999. Plusieurs mesures relatives à la décentralisation ont successivement été prises en France durant cette période, en application des lois Defferre de 1982 à 1983 en matière de décentralisation. Il s'agit notamment des mesures suivantes. 1983. A. Attribution aux régions de la compétence de droit commun en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage. B. Dévolution aux communes de la charge d'élaboration des documents d'urbanisme, POS, et de la délivrance des autorisations d'utilisation des sols, permis de construire. 1984. Attribution au département d'une compétence générale en matière de prestations d'aide sociale et en matière de prévention sanitaire et de services sociaux. Aide médicale, aide sociale à l'enfance, aux familles et aux personnes âgées, lutte contre les fléaux sociaux, vaccination notamment. 1986, nouvelle répartition des compétences en matière d'enseignement public. Dans ce cadre, les locaux de l'enseignement élémentaire et PRE élémentaire sont désormais à la charge des communes. Les collèges sont à celle des départements. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.